Bonjour à tous. Merci de votre invitation, Martine et Jean-Pierre. Alors, je vais vous faire un topo qui... J'ai aucune data à vous montrer. Ça va vous peut-être vous reposer, je ne sais pas. On a assisté vraiment à des très beaux morceaux de science ce matin. Et comme vous avez vu, la difficulté, c'est de sortir des labos, de rejoindre les cliniciens et comment, en fait, on pouvait faire le pont entre les deux. Donc, c'est la question qui m'a été posée. Et j'arrive, alors, je suis à la fois chercheur, à la fois clinicien, et c'est même pire que ça, on me demande d'être candide et de reprendre les choses complètement à la base. Et comment un clinicien, j'oserais dire presque de province, peut interagir avec vous, et qu'est-ce que nous, on pourrait en fait faire ensemble. Donc j'ai choisi de partir de quelques cas cliniques qui vont illustrer ça. Vous avez un premier monsieur qui a 59 ans, que j'ai vu en consultation, et qui était totalement asymptomatique en dehors de quelques rachialgies, ce qui à 59 ans peut paraître assez banal, et qui a eu un bilan de sécurité sociale avec une vitamine D basse, un T-score à plus 6,6, et puis un T-score de hanche à 0,9. En pratique, on me l'envoie pour découverte fortuite de masse osseuse élevée, avec le compte-rendu automatique de la Sécu qui dit patient ostéomalacique. Il avait tapé sur Internet et il me dit « Docteur, j'ai une ostéomalacie. » Moi, je regarde la densito, plus 6,6. Je vous ai dit, je suis candide et je ne savais pas trop quoi faire, bien sûr. Et une première question, c'est est-ce que ce patient intéresse un chercheur? Et ça, c'est peut-être un premier élément. Puisque, en pratique, si personne m'a dit que ce patient vous intéressait, ce patient va rester tranquillement dans ma clinique. Alors, je lui ai fait l'évaluation radiologique et biologique. Il avait des PSA normales, il n'y avait pas de fluorose, pas de lymphome, pas de myélome. Il est passé au staff, on aurait pu également en discuter avec nous. Vous voyez là ces radiographies simples. Je ne sais pas si vous voyez des choses. Il faut un petit peu qu'il y ait des choses pour les cliniciens quand même aujourd'hui. Et en pratique, ce n'est pas très simple de voir sur les radiographies, en dehors des malformations. Alors, on fait des scanners, et là, vous avez une présentation d'un scanner de quelqu'un de normal que je vous ai mis en référence à son scanner. Et vous voyez qu'en fait, ce patient a... j'ai essayé de prendre les mêmes coupes. Vous voyez qu'il a des os en fait beaucoup plus... Merci. Ici, des os beaucoup plus denses, hein, là, par rapport au contrôle, où les corticales sont... La jonction entre l'os trabéculaire et la corticale est vraiment beaucoup plus floue, c'est beaucoup plus dense. On voit la même chose là au niveau du sacrum. C'est des images qui sont quand même très claires. Et puis là, au niveau du rachis, vous voyez aussi une trame beaucoup plus dense chez ce patient. On peut noter qu'il avait aussi un petit peu des ponts interosseux qui peuvent rentrer dans le tableau, je ne sais pas. Donc, le but n'est pas de broder là-dessus. La proposition de diagnostic a été une ostéomalacie axiale condensante. Donc vous comprenez que le patient n'a vraiment rien compris, parce qu'il arrive avec ostéomalacie, je lui dis non, et on termine avec oui. Donc c'était assez complexe. Mais le point que je voulais souligner, c'est, en pratique, c'est le staff qui a marché, c'est la mémoire de quelqu'un qui se souvenait qu'il avait déjà vu ça, et puis maintenant on est tous passés à l'informatisation, donc c'est plus question d'avoir dans un bureau un coin où il y a le dossier qui est rangé, et donc on a des problèmes de on ne sait plus qui ni où, donc il y a des problèmes d'informatisation. Passons à un deuxième cas. Le but, c'est de sortir un petit peu les idées de ces patients. Donc, une dame de 32 ans qui vient pour des fractures multiples sans traumatisme. Initialement, c'était des orteils. Bon, elle a fait aussi des algodystrophies. Et puis, 6 mois après son accouchement, elle s'est assise sur son lit, elle a cassé son bassin. Donc, c'est à ce moment-là où on nous l'a adressé en se disant il y a peut-être quelque chose au niveau osseux. Le bilan biologique était normal, en dehors des pales un peu basses. C'est un dossier qu'on a partagé aussi avec Françoise au fond. Densitométrie discrètement abaissée. Donc en pratique, un tableau de fracture de quelqu'un qui n'avait pas de dysmorphie et une densitométrie qui n'expliquait rien.
Alors il y a un examen qu'on peut faire en routine dans le service, merci Roland, qui est de la microarchitecture osseuse à travers des scans co, et vous voyez que cette patiente avait beau avoir une densitométrie quasiment pas normale, mais enfin peu abaissée par rapport à l'intensité de ses fractures, et vous voyez qu'elle avait en fait une corticale complètement perturbée, beaucoup moins épaisse, beaucoup moins dense, beaucoup de porosité par rapport à un sujet témoin. Cette patiente a eu une biopsie osseuse avec un BVTV complètement effondré, une diminution de formation osseuse, et puis on a tenté des choses, elle était jeune, donc on a fait du tériparatide. Au bout de 3 mois, elle cassait son fémur, de la parathormone. Et puis, ce qui était intéressant, c'est qu'on a beaucoup cherché l'absence de prise de traitement. On est allé jusqu'à chercher des feuilles de sécu, on est allé jusqu'à appeler la pharmacie. Cette femme consommait son tériparatide et n'allumait pas son marqueur de formation osseuse, qui était le P1NP. Donc, c'était totalement inattendu. Alors, on a essayé, à l'époque, on avait le ranelate de strontium, on a essayé autre chose. Elle n'a pas bougé d'un iota sa masse osseuse, alors que ça aurait dû. Elle a même dégradé son scanco. Et puis elle a continué à casser. Donc on est passé dans une étape où on voulait faire de la génétique, et elle est partie, comme il y avait des pales un petit peu basses à Versailles, pour essayer de séquencer et rechercher le gène d'hypophosphatasie qui n'y était pas. Donc là, la question que le clinicien peut poser, c'est comment progresser dans le diagnostic et comment la traiter. Troisième cas, un jeune homme de 29 ans qui vient pour retard de consolidation, qui est bien connu du service, et qui a déjà eu plusieurs fractures. Alors lui, au contraire, il fait quand même assez dysmorphique. Vous voyez les doigts avec notamment ces phalanges extrêmes qui sont complètement raccourcies. Cette petite taille, cette dysmorphie au niveau du crâne également. Là, il y avait un diagnostic de Pycno qui était évoqué, mais entre l'évoquer et le prouver, en tout cas à l'heure de la génétique, c'est autre chose. Et puis, troisième chose qui est récemment arrivée dans le service, c'est alerte Oscar pour rechercher les pycnos. Alors, alerte Oscar, classiquement, vous savez que Toulouse-Lautrec est considéré comme ayant une pycno, et puis en fait, en rediscutant, peut-être pas tant que ça. Et donc, en fait, ça, je pense que c'est un autre point qui est à souligner, c'est que traîne dans les services monsieur machin avec telle étiquette de maladie génétique, mais en fait, ce n'est pour l'instant quasiment jamais prouvé au plan génétique. Et est-ce que c'est le bon diagnostic? Je pense que c'est un des écueils que l'on peut avoir dans les recueils de base que l'on fait actuellement. Donc, quel rôle pourrait jouer Oscar? On a au moins 2 acteurs. D'un côté, le sachant, qui est le chercheur, qui a les hypothèses, qui a les techniques. Et puis en face, on a le médecin, qui a le patient, ou qui parfois ne le sait pas, comme on l'a vu tout à l'heure dans la présentation. Et alors, Oscar pourra avoir un rôle de mise en relation, donc de plateforme, avec 2 objectifs. D'un côté, une prise en charge du patient, et de l'autre côté, progresser au niveau recherche. Alors nous, comment est-ce qu'ils arrivent? Ils arrivent pour les troubles du métabolisme, pour les troubles de croissance, pour des fractures ou pour des malformations squelettiques. Et en fait, comme on l'a très bien vu dans une des présentations, souvent c'est qu'un arbre qui cache la forêt. Donc, il va y avoir des questions de phénotypage. Avec, est-ce qu'il faut faire quelque chose sur les troubles du comportement? Est-ce qu'il y a des problèmes métaboliques? Est-ce qu'il y a un risque tumoral, comme ça nous a été présenté tout à l'heure? Est-ce qu'il y a d'autres malformations, y compris dans l'orthographe, ou des problèmes de fertilité ou de sexualité? Et ça, je pense que c'est un point qui est important, pour lequel ce réseau pourrait avoir un rôle, qui serait de dire, dans telle situation, voilà comment vous devez phénotyper vos malades, de façon à ce que derrière, quand on se pose une question, on ait un phénotype complet, exactement de la même façon qu'on phénotype une souris. J'espère qu'il n'y a pas trop de naissance de responsables de patients ici. Deuxième étape, qui est qu'est-ce qu'on peut apporter en termes de clinique, de phénotypage. Alors vous avez l'évaluation clinique, et on a parlé tout à l'heure de ce qui pouvait être intéressant. Dans la dysplasie fibreuse, récemment, on a rajouté le dosage du FGF23 et de l'écho-cœur pour tout le monde, par exemple. Ce n'est pas forcément le truc auquel on pense systématiquement.
Donc il y a l'aspect biologique, le bilan hormonal, le bilan phosphocalcique, la densito, la biopsie osseuse, on en a parlé. Il peut y avoir différentes façons de faire les biopsies osseuses. Il y a la microarchitecture osseuse, je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, ça peut être intéressant d'avoir du tissu non osseux. Alors, pour ceux qui ne sont pas initiés, je voulais vous remontrer la microarchitecture à travers le Scanco. Ça peut se faire au niveau, donc, classiquement, du tibia distal et du radius. Ça peut se faire aussi sur des petites articulations. Peut-être que la pycno, ça pourrait être intéressant d'avoir une idée de sa phalange, pourquoi pas. Voilà les images que vous pouvez obtenir. Donc ça, c'est de la coupe, ça, c'est de la reconstruction. Donc c'est une sorte de biopsie osseuse virtuelle par rayon X. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez séparer la zone de l'os cortical, comme on l'a vu tout à l'heure, avec sa densité, son volume, son aire, son épaisseur, ou l'os trabéculaire, avec un peu les mêmes paramètres, mais en plus des paramètres de connectivité au niveau des travées. Et puis, à la limite, ça, si vous travaillez encore le truc, vous pouvez faire une espèce de crash test, c'est-à-dire de la modélisation de la résistance par éléments finis. Troisième rôle qui pourrait être intéressant, c'est de centraliser les cas. Centraliser les cas résolus. On parlait de la pycno tout à l'heure, il y a une étude. Centraliser les cas non résolus. Parce que là, il y en a un certain nombre. Qui sont un à Caen, un à Lyon, un à Poitiers, un à Paris, et puis peut-être que ça peut être intéressant de les comparer. Ce qui veut dire qu'il faudrait se mettre d'accord sur les items à recueillir, donc le phénotypage clinique complet, l'hypothèse diagnostique, qui n'est pas forcément diagnostic prouvé, les résultats génétiques déjà faits, parce que, par exemple, les 2 premiers patients qu'on a en commun avec Massimiliano, il y a déjà eu pas mal de choses de faites. Donc ça ne sert à rien de refaire. Par contre, le mettre à disposition et dire tout ça, ça a été fait, c'est déjà une information. Les prélèvements disponibles, s'il y a du sang, de l'ADN stocké, la localisation du cas et du médecin responsable, et puis éventuellement attacher les pièces jointes. Pourquoi pas garder le scanner de référence, les radios, tout ça c'est du temps de gagner pour les recherches. Ce qui veut dire qu'il faudrait une base qui soit disponible pour tous les participants au SCAR. Et puis ça peut poser la question de reviewing de nouveaux cas, puisque l'éclairage des uns et des autres, avant de les valider dans la banque, pourrait être de dire est-ce que vous avez fait ça ou ça? Oui, je pense que c'était le truc, ou reconsidérer l'hypothèse diagnostique. Ça, je pense que ça peut être un travail typiquement de RCP. On a des RCP en tumeur. Pourquoi est-ce qu'on n'en aurait pas avec OSCAR? Ça veut dire aussi qu'il faudrait penser à un moteur de recherche pour comment retrouver ces patients. Il y a une plateforme commune. Alors je sais que nous, les régions ont beaucoup investi dans CleanSight. Une charte d'utilisation, c'est quelque chose de collaboratif, mais il faut que tout le monde s'y retrouve. Et puis les lieux de congélation, de prélèvement, de consentement, je pense que ça aussi, ça reste à définir avec des protocoles de qualité. Quatrième rôle auquel je pensais, qui étaient des fiches ressources, à travers des fiches de recommandation de bilan minimal, on a vu un petit peu tout à l'heure, comment phénotyper le patient. Fiche de recommandation du processus de congélation, de la qualité, il n'y a jamais les bons prélèvements, un coup EDTA, un coup plasma, un coup sec, un coup... qu'est-ce qu'on veut. Peut-être des arbres diagnostiques de gradation, parce que je ne vous ne cache pas qu'en tant que simple clinicien, on s'y perd un petit peu entre ce qu'il faut faire en premier, quelle puce, quel endroit, le NGS, l'exome, ça devient quand même assez complexe. Ne pas gêner les chercheurs et en même temps proposer les bons patients à la bonne plateforme. Des annuaires de référents pour les analyses génétiques et puis des informations sur les essais cliniques à les cohortes ouvertes. Je crois que dans le sens inverse, ça peut être intéressant de savoir qu'il y a tel essai. On a parlé des statines, pourquoi pas. Et puis après, j'imaginais pour cette plateforme un côté incubateur de projets scientifiques, aide au mûrissement des projets, parce qu'on peut avoir des idées, et puis en fait, la discussion permet de les affiner. On l'a vu clairement ce matin, réponse aux appels d'offres, diffusion à tous les membres du réseau, et puis des projets de master ou de thésard. Alors que serait le Dream Deal? Puisque c'est aussi un peu la question, comment faire pour que tout le monde s'y retrouve. Alors, c'est pas exhaustif, hein, c'est des idées pour la table ronde. Des questions de feedback des scientifiques vers les médecins en routine. La vitesse de la génétique par rapport aux cliniciens est complètement différente.
Et ça, enfin, je sais que moi, comme ça, quelques patients, aussi bien en os qu'en inflammatoire, c'est parti. C'est parti. Mais j'ai rien qui est revenu, dont certains depuis 1 an et demi, quoi, malgré des relances. Alors on me répond, première puce, il ne s'est rien passé. Très bien. Mais on cherche. Et puis le mais on cherche à ce moment-là. Puis quand on revoit nous le patient en face, première chose qu'il nous dit, ah, comment ça s'est passé? Et puis vous m'avez prélevé maman, vous m'avez prélevé mes enfants, ils ont envie de savoir. Donc je pense que ce côté feedback, ça doit faire partie de la charte et de l'engagement de vous êtes dans le réseau, vous avez accepté de collaborer, eh bien nous on s'engage à vous faire un feedback pour le patient. Communication sur les étapes des analyses, qu'est-ce que ça donne? Peut-être un feedback aussi à partir du moment où on se lance dans des projets vrais. Peut-être que les cliniciens peuvent être plus impliqués, ils sont les gens qui vont participer à ça, même s'ils sont PH et pas directement chercheurs, vont être intéressés par ce que ça donne, comment la recherche avance, comment le projet avance. Alors est-ce que ces cliniciens pourraient avoir des résumés scientifiques, avoir un suivi des résultats scientifiques, exactement comme ça s'est passé ce matin. Alors peut-être qu'il peut y avoir des journées annuelles avec la suite des projets. Et puis après, il y a des questions aussi en termes de publication. Vous allez, quelque part, le but du jeu, c'est que le terrain soit couvert de cliniciens qui, quand ils voient passer quelque chose, lèvent le doigt, disent j'ai ça, le rentrent dans la base. Pour les intéresser, il faut qu'ils soient motivés. Il faut qu'il y ait aussi peut-être une charte, dégager du temps pour récupérer 30 dossiers intéressants et vous les phénotyper correctement. C'est pas anodin. Les gens peuvent être motivés, mais il faut qu'ils aient aussi en face des gâteaux. Et puis, l'aide sur place. Donc je crois qu'il y a déjà des arcs qui ont été dispersés. Enfin, en tout cas, à Lyon, on est chanceux de ce point de vue-là. Et puis, je pense qu'il y a aussi un problème d'anticipation. Que l'on soit clinicien ou chercheur, on ne peut pas remonter 10 dossiers comme ça pendant 15 jours au milieu d'un emploi du temps qui est déjà chargé de consultes et ainsi de suite. Donc je pense que ça doit faire partie peut-être aussi de la charte en disant on lance tel truc, on informe et ça va se lancer à partir du 1er février. Donc les gens ont le temps de cadrer, mettre un interne, réfléchir un peu avec le réseau local. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de soumettre à la table ronde. Un bon deal me paraît un deal clair et fait en amont. Et je vous remercie de votre attention.